La Sardaigne est la deuxième plus grande île de la Méditerranée. Sauvage et mystérieuse, elle est connue pour ses falaises escarpées et ses plages de sable blanc, baignées d'une eau turquoise. Mais à l'intérieur des terres, se cache une Sardaigne insoupçonnée et les vestiges d'une civilisation apparue il y a près de 4000 ans, dont l'empreinte est miraculeusement préservée du passage du temps. À cette époque, alors que l'Égypte pharaonique bâtit ses dernières pyramides et l'Europe continentale ses derniers dolmens, une nouvelle civilisation puissante et prospère invente ici un tout nouveau type de monument, des tours à l'allure de forteresses, qu'on appelle des nourags. Cette civilisation a aussi construit des sanctuaires énigmatiques nichés au cœur de la végétation et des tombes gigantesques aux formes géométriques. Curieusement, cette société de bâtisseurs est tombée dans l'oubli au fil des siècles, mais son héritage dispersé dans les plaines et les montagnes de l'île permet aujourd'hui de la redécouvrir. Qui était le peuple des Nourags? Quel était son mode de vie, ses croyances, ses rites funéraires? Comment expliquer son incroyable éclat pendant près de 1000 ans? Nous n'avons aucun bâtiment en Méditerranée occidentale aussi majestueux, aussi grand que les Nourags. Vous commencez à avoir ces constructions de tours de pierre massives et vous devez imaginer qu'il y a des communautés entières qui contribuent à ça. Comment cela s'est-il passé? Nous voulions donner un visage aux femmes et aux hommes qui ont vécu dans ces édifices. Aux quatre coins de l'île, archéologues et scientifiques s'apprêtent à percer les secrets de l'une des cultures les plus originales qu'ait connue la Méditerranée. Le sens du mot nourag s'est perdu avec le temps. Il désigne ces constructions uniques au monde, disséminées sur tout le territoire de la Sardaigne. Pour l'œil d'un voyageur du XXIe siècle, ces tours de plusieurs dizaines de mètres de haut ressemblent aux forteresses du Moyen-Âge. Pourtant, elles ont été érigées au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, soit plus de 2500 ans avant nos châteaux forts, à une époque qu'on appelle l'âge du bronze. Malgré leur nombre, les nourags sont longtemps restés des édifices énigmatiques, construits par un peuple mystérieux. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que la science s'intéresse à cette civilisation et que les archéologues développent son étude. Giovanni Liliu est le plus connu d'entre eux. Il est considéré aujourd'hui comme le père de l'archéologie nouragique. Jeune chercheur natif du village de Baroumini, en se promenant dans la campagne, il devine la présence d'un nourag, enseveli sous une colline proche de là. Avec l'aide d'une quarantaine d'ouvriers, il met au jour un immense complexe nouragique, qu'il date entre 1500 et 1200 ans avant notre ère. Cette découverte marque la naissance de l'archéologie nouragique. Dans le nord-ouest de la Sardaigne, d'anciens volcans aujourd'hui éteints entourent d'immenses plaines fertiles.
C'est au cœur de cet endroit privilégié que le peuple des Nourag a choisi de construire l'un de ses édifices les plus emblématiques. Bâti en 1600 avant notre ère, le Nourag de Santu Anthiné est considéré comme l'un des joyaux de l'histoire nouragique. Les habitants de l'île le surnomment la demeure du roi. Le Nourag Santu Anthiné, si on s'intéresse à l'archéologie de la Sardaigne, et plus particulièrement à la protohistoire, est un monument qu'il est nécessaire d'étudier. Franco Campus explore depuis 20 ans les moindres recoins de cette imposante construction. En planimétrie, le Nourag Santu Anthiné est un triangle presque équilatéral dont chaque côté mesure 43 mètres. Actuellement, la tour centrale mesure 18 mètres de haut, mais à l'origine, elle s'élevait au moins jusqu'à 27 mètres. La hauteur d'origine de ce Nourag est stupéfiante. Elle correspond aujourd'hui à celle d'un immeuble de 9 étages. L'état de conservation exceptionnel de ce Nourag en fait un objet d'étude privilégié. Mais les outils traditionnels de l'archéologie ne suffisent plus pour en comprendre la complexité. Bonjour Franco, enchanté. Ciao. Ciao. Franco Campus fait aujourd'hui appel à Hubert Nodex et Marlène Faure, spécialistes de la reconstitution virtuelle des édifices anciens abîmés ou détruits par le temps. Ora, da qui Maintenant, facciamo vedere je vais te montrer le sol d'origine. pavimento originale, che è questo qui. Pour l'archéologue, la dernière génération d'outils numériques laisse espérer de nouvelles découvertes et devrait permettre de percer les derniers secrets de ce Nourag. L'architecture des Nourag est très sophistiquée. Il existe des Nourag simples, c'est-à-dire constitués d'une seule tour, et des Nourag complexes, auxquels s'adossent plusieurs autres tours. En fait, le Nourag Santu Anthiné est la synthèse et l'apogée de l'architecture nouragique, car nous y trouvons réunis dans un seul monument des dispositifs architecturaux dispersés ailleurs dans beaucoup d'autres Nourag. Dès le début de leur étude, les archéologues se sont demandé quelles techniques les peuples nouragiques ont utilisées pour dresser de tels monuments. Ils ont découvert que cette civilisation a mis au point un système architectural exceptionnel pour cette période très ancienne, la Tolos. Il s'agit d'un système de construction dont les rangées se superposent, où la rangée supérieure est de plus en plus étroite jusqu'à la fermeture au sommet. Nous appelons ce dispositif une tolos, mais on peut aussi l'appeler coupole nouragique. Ici, il s'agit d'une tolos de 8 mètres de haut, mais nous connaissons des Nourag où cette tolos peut atteindre 12 mètres. La mise en œuvre de ces gros blocs de pierre à de si grande hauteur démontre une connaissance technique à laquelle les premiers découvreurs des Nourag ont du mal à croire. Aujourd'hui, les chercheurs veulent comprendre comment ces procédés ont conditionné l'aménagement intérieur de l'édifice. Et ils vont faire une découverte étonnante. À Santu Anthiné, Hubert et Marlène débutent la photogrammétrie du site. Ils relèvent plusieurs milliers de points sur toutes les surfaces du bâtiment
pour ne perdre aucun détail de son architecture. On a fait toutes les relevés au scanner laser. Ça nous permet bien de voir les circulations, notamment ces galeries couvertes qui étaient en périphérie. Et les salles intermédiaires des 3 tours périphériques et de la tour centrale. Sì. Io non credo che al momento... Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'une telle modélisation existait pour le nuraghe de Santu Antine. Per il nuraghe Sant'Antine. Voilà. Donc là, on voit bien les tours périphériques. Et puis des tours périphériques. Peu à peu, les relevés de Hubert et Marlène dessinent le nuraghe avec une précision millimétrique. En reconstituant la hauteur de la tour à partir de l'inclinaison de ses murs, cette modélisation révèle un espace qui était resté jusqu'ici totalement inconnu. Une salle que les archéologues n'avaient pas pu détecter. Avant cette démonstration par votre modèle en 3 dimensions, nous pensions qu'il n'y avait que 3 pièces. Ce modèle prouve qu'il y avait 4 pièces superposées. L'étude du modèle numérique permet également de mieux comprendre la partie sans doute la plus mystérieuse du nuraghe, un escalier qui s'enroule sur lui-même et permet d'accéder aux étages supérieurs. Ce modèle simplifié nous a permis de faire tous les escaliers, et notamment l'escalier dans la tour centrale qui passe autour des différentes salles. Il s'agit d'une reconstitution très importante. Un escalier hélicoïdal à l'intérieur d'un mur pour l'âge du bronze, c'est unique. Tu as conscience qu'il s'agit de quelque chose de prodigieux, de vraiment exceptionnel? Les archéologues savent désormais que l'escalier hélicoïdal de la tour centrale poursuivait son ascension autour d'une 4e salle inconnue jusqu'ici. Mais où menait-il? À quoi ressemblait le sommet de ces tours? À Santu Antine, aucun vestige ne le révèle. Mais non loin de là, les peuples nouragiques nous ont laissé un témoignage inestimable qui permet de reconstituer ces parties disparues. À proximité de Santu Antine, le musée de Sassari conserve depuis de nombreuses années des modèles réduits de nuraghes en pierre, fabriqués par les peuples nouragiques eux-mêmes, tels des versions miniatures de ces monuments. Pour les chercheurs, l'observation attentive de ces œuvres de pierre permet d'identifier les éléments architecturaux édifiés au sommet de ces tours. Comme tu peux le voir, le système de console soutenait le parapet, qui servait à protéger ceux qui se penchaient sur la terrasse supérieure. Et alors, est-ce qu'on sait comment a été fait ce parapet? Le parapet était probablement en bois, et la terrasse se trouvait par-dessus. Même s'il n'y en a pas sur ce modèle, il y avait aussi une sorte de dôme qui était le sommet visible de l'Atolos. Grâce à ces témoignages précieux, les archéologues peuvent compléter aujourd'hui la reconstitution 3D de l'édifice.
La construction de ces monuments qui jalonnent ce que nous appelons aujourd'hui la vallée des Nouragues est le résultat d'un effort collectif de l'ensemble de la communauté qui vivait dans cette zone. Cela signifie que nous devons considérer les communautés nouragiques comme très organisées dès le début. Elles n'ont rien laissé à l'improvisation. La sophistication de la construction des nourags, comme celui de Santu Antine, a longtemps questionné les archéologues. D'où peuvent venir ces techniques de construction monumentale? Quelle est leur origine et quand ont-elles pu être mises au point? Autour de la Méditerranée, seule la cité de Mycène, en Grèce, abrite des constructions à Tholos qui rappellent les salles à coupole des nourags. Les premiers observateurs ont imaginé que des colons venus de cette cité avaient pu bâtir les édifices de Sardaigne en copiant ce modèle. Selon cette hypothèse, la Tholos nouragique serait donc une importation venue d'Orient et non une création du peuple des Nourags. Ce n'est que très récemment qu'une découverte archéologique au sud-ouest de la Sardaigne a pu remettre en cause cette supposition. J'ai commencé à m'intéresser à la civilisation nouragique dès mes études supérieures. J'en suis tombée amoureuse. J'ai immédiatement pensé que c'était l'une des cultures les plus fascinantes pour une archéologue. J'ai alors décidé de venir en Sardaigne pour lancer mon projet de recherche. Depuis 15 ans, Émilie Holt dirige une équipe d'archéologues américains et italiens pour fouiller cette région riche de nombreux vestiges des débuts de l'ère nouragique. Sur les traces de ces premiers peuples, elle cherche à découvrir l'origine et la date de la naissance de ces monuments. À proximité du chantier de fouilles, un des nourags les plus anciens conservés jusqu'à nos jours domine le paysage. Il sert de référence à Émilie pour analyser la naissance du mode de construction de cette architecture. Nous sommes ici à l'intérieur de l'une des plus anciennes Tholos. Les petites pierres du bas deviennent de plus en plus grosses au fur et à mesure qu'on remonte. Cette construction montre qu'ils expérimentaient les Tholos très tôt dans la culture nouragique. Les tombes à Tholos mycéniennes datent d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Mais les analyses au carbone 14 datent cette construction à 1750 avant Jésus-Christ. Donc, la culture nouragique expérimente la construction d'une Tholos probablement 150 voire 200 ans avant les tombes à Tholos mycéniennes. Cette découverte permet de fixer la date de la naissance de la civilisation nouragique. Nous sommes en 1750 avant Jésus-Christ. Ce mystérieux peuple de bâtisseurs invente la technique de construction de la Tholos. Au même moment,
Il crée son monument emblématique, le Nourag. Ces innovations majeures marquent l'avènement d'une nouvelle culture au cœur de la Méditerranée, à une période qu'on appelle l'âge du bronze. La fabrication et le commerce du bronze apparaissent en Orient en 2700 avant Jésus-Christ, au cœur de grandes civilisations, et s'étendent progressivement pour atteindre l'Europe occidentale en 2200 avant Jésus-Christ. La civilisation nouragique naît 450 ans plus tard. Elle va s'épanouir durant presque 1000 ans, jusqu'au début de l'âge du fer. Fièrement dressés comme des sentinelles de pierre, les Nourags témoignent des techniques utilisées par l'un des peuples les plus ingénieux de son époque. Mais ils cachent également de nombreuses informations sur la vie quotidienne des populations qui vivaient autour. Au sud-est de l'île, sur les hauts plateaux traversés par l'un des plus grands fleuves de Sardaigne, le Nourag Aroubiou est considéré comme le plus impressionnant édifice construit par le peuple nouragique. Son nom signifie en dialecte sarde « le géant rouge ». Ce nom vient des lichens qui poussent sur ces blocs de pierre et lui donne cette couleur unique. Le Nourag Aroubiou est l'un des nourags les plus remarquables en termes de structure et de monumentalité en Sardaigne nuragique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un nourag composé de nombreuses tours. Au total, il y en a plus de 20. La partie centrale se compose d'au moins 5 tours. C'est une rareté. Construit en 1400 avant notre ère, le Nourag Aroubiou s'étend sur 1 hectare et n'est pas un monument isolé. Il était entouré de cabanes aujourd'hui en grande partie disparues qui constituaient un village installé autour de l'édifice. L'archéologue Mauro Pera étudie cet ensemble architectural depuis une vingtaine d'années. Il s'intéresse notamment à la vie quotidienne qui s'y déployait. Nous voulions donner un visage aux femmes et aux hommes qui ont vécu dans ces édifices. Ceux qui ont produit les aliments pour la communauté qui vivait ici. Bonjour Daniela, tout va bien? Bonjour Mauro. Cette année, la campagne de fouilles se concentre autour de l'une des gigantesques tours que les premiers archéologues ont pris pour des tours défensives, mais qui se sont révélées être des silos destinés à contenir du grain. Les fouilleurs traquent couche après couche les plus petites traces du régime alimentaire de cette communauté. Tu as encore de la terre? Oui. Voyons si nous trouvons quelque chose. Ok, on va la passer au tamis. Un fragment d'os, le reste d'un repas. Guarda qua. Wow, questa è grana. C'est une graine. Mal connus jusqu'aux années 1950, les Nourags suscitent aujourd'hui les passions scientifiques. D'un bout à l'autre de l'Europe, les chercheurs prêtent main forte à leurs collègues italiens.
C'est le cas de Philippe Marinval et du laboratoire de l'Université de Nanterre. Philippe est bioarchéologue et étudie les restes organiques végétaux ou animaux. Associé à Mauro Pera, il cherche à retrouver dans ces vestiges microscopiques le mode de vie des habitants du Nourag Arubiu. Dans le cadre des recherches sur le Nourag Arubiu, on a fait donc des prélèvements, on a fait des tamisages. Là, ce sont des grains d'orge qui sont carbonisés parce que dans la plupart des sédiments archéologiques, des terres archéologiques ne se conservent que ce qui est carbonisé. Un petit peu comme du charbon de bois, ça acquiert une capacité, une fois que c'est carbonisé, de résister plusieurs millénaires. Et ce qui nous permet de reconnaître l'orge, c'est un peu cette forme de grain de café. Actuellement, c'est plutôt utilisé pour l'alimentation du bétail, mais pendant les périodes anciennes, c'était très largement utilisé. C'était même la céréale dominante, majoritaire. C'est plus rustique et ça permet d'être cultivé dans plus grande quantité, en plus grande surface, même dans des sols qui sont moins fertiles. Il n'y avait pas que la céréiculture qui était pratiquée, donc la culture des céréales, blé, orge. Quantité d'autres plantes étaient à la fois cultivées et consommées, et notamment, ce qu'on a retrouvé en abondance, ce sont des pépins de raisin, donc qui indiquent qu'il y avait des vignobles qui étaient présents sur place. Et puis on a trouvé d'autres plantes qui montrent qu'il y avait une diversification assez importante de l'agriculture qui était pratiquée. Notamment, on a, avec une grande surprise, découvert des graines de melon. Le melon qui est originaire d'Afrique, qui montre qu'il y a eu des commerces qui ont existé avec des routes commerciales qu'on ne connaît pas encore. Donc on a un développement d'une polyculture méditerranéenne telle qu'on la connaîtra beaucoup plus tard, qui s'est développée dans tout le bassin méditerranéen. Mais là, en Sardaigne, on a eu la chance de trouver pour la première fois cette diversification et cette richesse de cette agriculture. Il y a un côté admiratif pour ces sociétés anciennes qui ont diversifié leur alimentation de façon beaucoup plus large et beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, donc qui montre qu'il y avait effectivement des connaissances beaucoup plus étendu que ce qu'on croyait pendant longtemps. L'orge, le blé, les pépins de raisin et les graines de melon trouvées sur ce site laissent imaginer le régime alimentaire du peuple des Nourags. Mais Arubiu n'a pas livré tous ses secrets. Ces silos à grains vont fournir une nouvelle information sur cette communauté villageoise. Nous avons évalué la consommation journalière d'un certain nombre de personnes. Il y a 2 silos, ce qui représente une production d'environ 300 quintaux de blé. Nous avons alors fait un calcul mathématique qui nous a permis d'arriver à un nombre compris entre 170 personnes et 200 personnes maximum. Avec ses cultures céréalières, fruitières ou vinicoles, ce village d'environ 200 personnes a fait de son Nourag le cœur de son activité. Chaque jour, au pied de ses murs et au fil des saisons, les travaux agricoles rythment la vie des habitants. Siècle après siècle, les gestes dans les champs se sont sans doute perfectionnés. Les tentatives de nouvelles cultures se sont multipliées. Sur le site d'Arubiu, les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. C'est en étudiant ce qu'ils prennent d'abord pour une anomalie architecturale qu'ils découvrent une pratique culinaire collective. Cette tour était spéciale. Nous avons trouvé une énorme couche de débris qui correspond à l'effondrement de la coupole. Nous avons lentement descendu les couches
et nous avons découvert ces fentes qui sont très spéciales, presque uniques dans la Sardaigne nouragique. Quasi uniche nella Sardegna nuragica. E ci siamo chiesti Et nous nous sommes donc demandé quelle était leur fonction. noi qui non crediamo. Nous ne pensons pas qu'elles avaient une fonction militaire. Noi qui al Nuraghe a Rubiu Ici, au Nuraghe à Rubiu, nous n'avons trouvé aucune trace de violence. per cui queste feritoie dovevano per forza Ces ouvertures étroites devaient donc avoir une autre fonction. per esempio Par exemple, celle de donner de la lumière et de l'air à une pièce qui était à l'origine fermée. originariamente era chiuso. Quando poi abbiamo asportato Lorsque nous avons ensuite enlevé tous ces débris, di crollo, sono venute in luce nous avons découvert des structures dédiées à la fabrication du pain. collegate alla panificazione. E una di L'une de ces structures est une plaque chauffante comme celle-ci, sur laquelle était posé un couvercle et des braises ardentes. dalle braci ardenti. La tour du Nuraghe d'Arubiu était-elle une boulangerie, comme le croit Mauro Pera? Dans le laboratoire installé à Oroli, le village voisin du site, les vestiges du matériel découvert dans les fouilles sont précieusement analysés. Abbiamo trovato quantità enormi di pane Nous avons retrouvé une grande quantité d'éléments carbonisés qui, même à l'œil nu, peuvent être reconnus comme des fragments de pain. come frammenti di pane. Poi abbiamo fatto Nous avons également procédé à une analyse au microscope à balayage électronique. abbiamo riconosciuto le bolle del gas Nous avons identifié des bulles de gaz dans la mie, qui sont petites et régulières, typiques d'un pain non levé. che non è stato sottoposto a lievitazione. Il s'agit d'une focaccia. Questo è una focaccia. Sur le terrain, les dernières découvertes viennent aussi compléter la photographie des habitudes alimentaires de cette communauté, car les fouilles mettent au jour de nombreux ossements d'animaux. Ornella Fonzo est archéo-ostéologue et étudie ces milliers d'ossements découverts dans le Nuraghe à Rubiu. Il s'agit de restes de repas, de minuscules fragments d'animaux qui ont été abattus, cuits et grignotés à table. Ce sont des omoplates de porc qui ont été retrouvées quasiment intactes dans une pièce identifiée comme la cuisine. Les restes d'une viande sans doute destinée à la conservation. Au Nuraghe à Rubiu, l'élevage et la chasse des porcs sont très pratiqués, car ces animaux sont l'espèce prédominante dans l'alimentation. Le porc n'est pas la seule viande consommée par les habitants de ce village. De nombreuses découvertes dans les fouilles révèlent une grande variété d'animaux au menu des repas nouragiques, comme des bœufs, des chèvres ou des moutons, ainsi que du gibier comme le cerf ou le sanglier. Nous pensons qu'il s'agissait d'une économie florissante, d'une petite communauté qui avait une alimentation saine et surtout variée.
Les vallées verdoyantes, les sentiers qui se déploient au loin et les édifices millénaires postés dans le paysage sarde nous entraînent dans un voyage vers un passé inconnu. Dans ce récit qui s'écrit chaque jour un peu plus, des vestiges émouvants nous permettent d'approcher autrement l'existence du peuple des Nourags. Ces femmes et ces hommes qui ne connaissaient pas l'écriture ont transmis à la postérité un témoignage unique, les bronzetti, des petites statuettes en bronze découvertes par milliers aux quatre coins de l'île. Fulvia Lo Schiavo les étudie depuis de nombreuses années, persuadée qu'elles sont la clé pour comprendre les secrets de ce peuple. Si on regarde la production du reste du bassin méditerranéen, cette grande quantité de figurines est unique. Cela n'existe nulle part ailleurs à l'âge du bronze. La variété des statuettes de bronze est vraiment fascinante, car il y a des figures humaines, des animaux, des objets et quelques rares exemples de monuments. Parmi toutes ces représentations, un personnage singulier s'invite et vient prolonger l'histoire qui s'est ébauchée à Arubio. Un exemple de confirmation de la réalité représentée dans les statuettes en bronze par des découvertes archéologiques est le personnage que nous appelons le boulanger. Il porte une planche sur l'épaule représentant des focacce. La femme portant un vase sur la tête est un autre exemple de représentation qui correspond exactement à la typologie de la céramique nouragique, à savoir un vase dont les anses sont inversées et qui est porté sur la tête. Il y a d'autres figures qui représentent des bergers portant un bélier sur leurs épaules. Et puis, il y a une figure particulièrement intéressante, bien que très schématique, qui est celle du personnage monté sur un bœuf. Car il n'y avait pas de chevaux à l'époque nouragique. Nous n'avons jamais trouvé d'ossements de chevaux, pas même à l'époque préhistorique. Ils utilisaient donc les bœufs comme moyen de transport direct ou pour tracter des véhicules. Pour les archéologues, les bronzetti et les découvertes d'Arubio permettent d'imaginer ce que devait être la vie des peuples nouragiques. Une vie communautaire rurale, marquée par l'abondance des ressources, l'organisation rationnelle des tâches, l'élevage ou la chasse. Un microcosme d'un genre unique en Méditerranée, où le nourag est le centre névralgique autour duquel tout s'organise. Le nourag Arubio semble être le chef-lieu d'un territoire très étendu, d'environ 149 km². Ce territoire compte à lui seul 113 sites archéologiques nouragiques. Nous avons à Arubio un nourag à 5 tours principales et 20 autres autour de lui. Nous en avons un autre à 4 tours qui se trouve au milieu du village actuel d'Oroli.
Et nous en avons beaucoup d'autres encore qui sont des nourags simples, à une seule tour. La diversité des nourags ne cesse d'étonner les archéologues. Si certains de ces édifices sont construits dans des lieux faciles d'accès, d'autres au contraire sont isolés et même cachés dans des endroits parfois inaccessibles où l'activité agro-pastorale semble difficile, voire impossible. En analysant la façon dont les nourags occupent tout le territoire, les scientifiques vont découvrir le lien qui les unit. Aujourd'hui, plus de 8000 nourags sont encore debout, même s'ils sont partiellement conservés. Ils forment une constellation qui s'étend sur les 24 000 km² de l'île. Ce nombre de bâtiments est hors du commun pour un territoire dont la superficie est comparable à celle de la Bretagne. Cette multitude de formes et de configurations n'intimide pas l'archéologue Isabelle Catedou. Chercheuse d'origine sarde, Isabelle étudie la façon dont les sociétés anciennes ont aménagé et exploité leur environnement pour répondre à leurs besoins. Elle mène un projet scientifique au nord-ouest de la Sardaigne, dans une région baptisée par ses habitants la vallée des nourags. Pour comprendre les choix d'implantation des nourags de cette zone, elle les recense et les étudie un à un. Aujourd'hui, elle quitte la plaine pour examiner un nourag construit sur une hauteur, le nourag Santa Barbara. Alors ici, nous nous situons à une altitude d'environ 500 mètres, d'où l'on peut observer le territoire de manière très large, quasiment à 360 degrés. Les nourags sont implantés sur tout type de relief, mais on en trouve plus souvent le long de frontières naturelles. Ça peut être des crêtes en fait, au niveau des montagnes, mais aussi dans les plaines, et plus particulièrement à proximité des rivières, des cours d'eau. On en trouve finalement assez peu sur les côtes. C'est intéressant lorsqu'on replace les nourags sur la carte détaillée. Ici, nous sommes à peu près à 500 mètres d'un premier nourag, d'un second et d'un troisième, à 2 km d'un nourag complexe, plus important, autour duquel semblent s'organiser, se regrouper, s'agglutiner différents nourags. Et ça pose bien sûr des questions de hiérarchisation dans l'occupation du territoire. Pour Isabelle, l'étude des 80 nourags qui occupent cette zone dessine un schéma d'implantation où deux critères prédominent. Le premier est que les communautés nouragiques s'établissent toujours à proximité des ressources naturelles dont elles ont besoin, et particulièrement des cours d'eau ou des sources. Le second est que les nourags simples, constitués d'une seule tour, sont régulièrement construits autour des nourags complexes, comme ceux de Santu Antine ou d'Arubio. On pourrait dire que tous les nourags sont reliés. Lorsqu'on étudie l'organisation spatiale, on est devant un système d'organisation territoriale qui en fait relie des communautés qui sont visiblement interdépendantes. À l'intérieur donc de ce système, chaque nourag joue un rôle et chaque ensemble de nourags semble jouer un rôle aussi dans tout ce système de peuplement. Les nourags forment ainsi un réseau gigantesque qui s'étend à la Sardaigne tout entière, comme s'ils étaient un seul et même ensemble, où chaque élément fonctionne avec tous les autres. Cette organisation territoriale témoigne d'une structure sociale très différente des autres civilisations méditerranéennes de la même époque.
Au même moment, les grandes civilisations d'Orient construisent d'immenses villes concentrant le pouvoir monarchique et ses symboles, un pouvoir centralisé imposant son autorité sur ses sujets. Dans la région du Levant de la Méditerranée, il y a des villes, des établissements urbains. La civilisation nouragique est une civilisation villageoise. Les villages étaient répartis sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une organisation polycentrique. Mais quelle relation cet immense réseau de villages nouragiques avait-il avec le reste du monde ? Quelques miniatures en bronze découvertes sur l'île témoignent d'une activité navale, même si aucun port ni aucun navire d'époque nouragique n'a jamais été identifié en Sardaigne. Pourtant, parmi les milliers d'objets découverts en fouille, beaucoup prouvent de nombreux échanges commerciaux avec le reste du bassin méditerranéen. Les plus mystérieux sont ces lingots de cuivre baptisés peau de bœuf, en raison de leur forme rappelant une peau animale. Le cuivre dont ils sont composés constitue 90% de l'alliage du bronze, ce qui en fait à cette époque un bien très convoité dans le commerce international. Il s'agit de lingots de cuivre très purs d'environ 30 kg, provenant généralement de l'île de Chypre. On en trouve dans tout le bassin méditerranéen, mais avec une concentration incroyable en Sardaigne. Tout le monde sait que la Sardaigne est une île riche en minéraux et qu'elle a été historiquement un producteur de cuivre. La découverte de cuivre d'origine chypriote dans un territoire qui produisait son propre cuivre a toujours suscité de nombreuses questions chez les chercheurs. Mais peu d'objets nouragiques ont été analysés et l'hypothèse principale est qu'ils sont fabriqués avec du cuivre local. D'où vient le bronze utilisé par les artisans du peuple des Nouragues ? De Chypre, comme le laissent penser les lingots de cuivre, ou bien de l'île elle-même. Pour les archéologues, une nouvelle enquête débute. En Sardaigne, aucune mine de cuivre d'époque nouragique n'a encore été identifiée. Serena Sabatini, archéologue à l'université suédoise de Göteborg, émet aujourd'hui l'hypothèse que les forgerons nouragiques exploitaient le gisement de cuivre de Sa-Duquesa, utilisé à l'époque romaine, jusqu'au XXe siècle et finalement abandonné. And a little bit higher. Yeah. Up. Good, good, good. Okay. Il y a plusieurs indices qui laissent penser que le cuivre de ces vallées a été utilisé à l'âge du bronze. À l'époque phénicienne, et surtout à l'époque romaine, il y avait d'énormes mines qui ont certainement effacé les traces des mines protohistoriques. Et puis, comme nous le voyons ici, il y a les mines de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il est donc très difficile de trouver des traces archéologiques de mines protohistoriques. C'est très léger. Je prépare le sachet. Formidable. C'est très bien. C'est une pierre assez riche. On peut penser qu'il s'agit d'un déchet du 19e siècle, mais il y a eu beaucoup d'exploitations minières à l'époque moderne, et il est encore possible de trouver de beaux morceaux de cuivre. Je pense que si aujourd'hui nous en trouvons 2 de plus, nous serons vraiment très heureuses. Je suis vraiment contente.
Les échantillons recueillis par Serena vont lui permettre d'analyser la signature chimique du cuivre du gisement de Sa Duquesa et de la comparer avec celle des objets nouragiques eux-mêmes. L'archéologue espère ainsi déterminer si ces objets ont été fabriqués avec du cuivre chypriote ou du cuivre de Sardaigne. Allons-y. Par sécurité, on ne prélève qu'1 gramme de bronze. Lors des prélèvements, on retire la patine verte qui s'est formée au fil des millénaires et la couleur d'origine de l'objet réapparaît. Le bronze est un alliage dont la couleur est presque dorée. Il faut donc imaginer que ces objets avaient à l'origine une couleur complètement différente. Un doré très brillant, et non le vert que nous connaissons aujourd'hui. En Suède, les collègues de Serena l'attendent avec impatience. C'est dans ce laboratoire, situé au Musée national d'histoire naturelle de Stockholm, que les analyses vont être réalisées. Nous avons apporté au laboratoire de Stockholm les minéraux découverts dans les mines de Sa Duquesa, ainsi que les échantillons de bronze prélevés sur les objets conservés au Musée national de Cagliari. Dans ce centre de recherche se trouve un instrument de haute technologie qui va permettre de déterminer la composition chimique et physique des échantillons prélevés en Sardaigne. La machine permet de comparer avec précision les caractéristiques biochimiques du cuivre des objets avec celles du cuivre des mines. C'est super, il y a une grande quantité de matériaux. Normalement, nous avons besoin d'au moins 50 mg. Donc il y en a assez pour que nous puissions l'analyser. Merci. En quelques heures, Chris Mark va devoir apporter la réponse que sa collègue attend avec impatience. Établir la preuve que les objets nouragiques ont été réalisés avec du cuivre de Sardaigne montrerait que ce peuple connaissait et exploitait ce trésor enfoui dans le sol de l'île. Nous avons ici tous les résultats. Nous avons analysé les échantillons de votre hache. Vous les voyez ici, en jaune. Et juste à côté se trouvent les résultats des autres échantillons venant de la région de Cagliari. Sa Duquesa, le lieu exact où nous avons prélevé l'échantillon. Les résultats obtenus à partir de ces analyses confirment notre idée que le cuivre de Sardaigne a été utilisé par les peuples nouragiques pour produire leurs objets en bronze. Les nouragiques avaient donc leurs propres ressources en cuivre et n'avaient pas besoin d'importer celui de Chypre, qu'on a pourtant retrouvé en grande quantité sur tout le territoire de l'île. Pour l'instant, la raison de la présence des lingots peau de bœuf reste donc un mystère pour les archéologues. Si l'ampleur et la nature des échanges entre les peuples nouragiques et le monde extérieur restent un domaine entier à explorer, au fil des découvertes, l'originalité de cette civilisation continue de se révéler.
Autour du site de Sakonka et Sakresia, Émilie Holt et ses collègues ont lancé une prospection terrestre systématique. À 500 mètres du Nourag, son équipe s'intéresse à un monument stupéfiant. Une construction qui témoigne des pratiques funéraires de ce peuple. Ces tombes mégalithiques sont appelées tombes de géants parce que d'après la légende, elles sont si grandes que des géants devaient y être enterrés. Et c'est de là que vient leur nom. Vues du ciel, ces tombes de géants ont la forme d'une tête de taureau. Les défunts étaient enterrés dans la partie correspondant au crâne. Les cornes du taureau délimitent la cour devant la tombe. C'est l'un de mes endroits préférés sur le plateau. J'y viens tous les ans. C'est tellement impressionnant. Ce type de tombe mégalithique ne se trouve nulle part ailleurs en Méditerranée. Il s'agit de la chambre funéraire de la communauté du Nourag de Sakonka et Sakresia. Au total, les archéologues ont recensé le nombre extraordinaire de 800 tombes de ce type, qui sont encore visibles sur l'ensemble du territoire de l'île. Les tombes de géants sont très répandues dans le paysage. Dès que nous avons un Nourag, nous trouvons également 1, 2 ou même 3 tombes de géants dans la même zone. La tombe étudiée par Émilie Holt a malheureusement été pillée et les corps qui y reposaient ont aujourd'hui complètement disparu. Mais sur le territoire de l'île, d'autres tombes ont livré de nombreux ossements qui permettent aux archéologues d'avoir un contact direct avec le peuple nouragique. L'archéo-ostéologue Ornella Fonzo étudie de près ces vestiges pour lever le voile sur les pratiques funéraires de cette société disparue depuis plusieurs millénaires. C'était un type de sépulture à inhumation, c'est-à-dire que les corps ont été mis en terre sans avoir subi de traitement préalable, comme l'écorchage. Dans ces sépultures collectives, les corps étaient déposés au fur et à mesure des décès. Quand des enterrements avaient lieu, il était nécessaire de déplacer les dépouilles pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Aucun crâne n'est arrivé intact, mais on peut quand même en déduire certaines informations. Par exemple, sur le sexe du défunt. Pour ce crâne, la mastoïde très petite, la forme des arcades sourcilières, la faible épaisseur du sommet du crâne suggèrent qu'il s'agit d'une femme. Elle devait être une jeune adulte. Des individus des deux sexes étaient présents. Nous retrouvons des hommes et des femmes. Donc, la tombe des géants était la sépulture de toute la collectivité. Nous constatons qu'il y a des personnes de tous âges et de tous sexes, des personnes âgées, des jeunes, des hommes et des femmes. C'est peut-être l'indice d'une égalité sociale dans la culture nouragique. Les tombes collectives des Nourags témoignent d'une société égalitaire dans la mort, où les femmes,
les hommes et les enfants sont inhumés sans signe distinctif de richesse ou de rang. Dans la sphère funéraire nouragique, le rituel lui-même semble être le même pour tous les membres du groupe. Ces tombes de géants sont souvent dotées d'un banc juste devant l'entrée, et vous pouvez le voir ici à Sadomu et Sorku. Il y a une ligne de pierre plus basse, c'est un banc. Nous pensons qu'un rituel des ancêtres se déroulait ici, sur ce parvis. Les gens s'asseyaient, puis observaient et participaient au rituel qui se déroulait devant la tombe. Les tombes des géants aux formes de têtes de taureau, les milliers de nourags dispersés sur tout le territoire sarde, mais aussi les œuvres d'art en bronze que ce peuple nous a laissées, dépeignent une civilisation sophistiquée et organisée, exploitant au mieux les ressources que lui offrent les paysages variés de Sardaigne. Mais alors qu'après 6 siècles d'existence, la culture nouragique semble être à son apogée, comme de nombreux autres peuples de Méditerranée, elle va vivre une transformation majeure aux causes encore mystérieuses. Jusqu'ici, les archéologues n'ont trouvé aucun nourag construit après 1200 avant Jésus-Christ, comme si ce peuple avait cessé d'ériger ces étonnants édifices à partir de cette date. Mais les scientifiques mettent au jour de nouveaux bâtiments construits après cette date et dont les types sont jusqu'alors inconnus. C'est le début d'un nouvel âge. Ces édifices témoignent d'une transformation en profondeur de cette société où le peuple nouragique va se réinventer en s'appuyant sur une nouvelle base, la religion. Après le XIIe siècle avant Jésus-Christ, on constate que les communautés nouragiques ne construisent plus de nourag. Mais elles s'expriment à travers des édifices cultuels qui témoignent de la grande richesse et de la vitalité de leur culture. Le site de Santa Vittoria in Seri est le plus vaste ensemble marquant ce nouvel épanouissement de la civilisation nouragique. Son étude, menée depuis plusieurs années par Gianfranca Salis, montre des pratiques fascinantes jusque-là ignorées des archéologues et absentes des autres sites de l'île. Ce complexe architectural était perché sur le plateau. Il dominait visuellement la région. On a tout de suite compris que c'était un lieu essentiel de la religion nouragique, un sanctuaire de référence pour de nombreuses communautés. Et c'est pour cette raison que les archéologues ont qualifié ce site de sanctuaire fédéral. Le bâtiment qui correspond le plus à cette fonction est celui que nous appelons l'enceinte des fêtes. Pour Gianfranca, ce complexe architectural gigantesque est certainement le lieu de réunion de plusieurs villages nouragiques qui accueillaient des célébrations religieuses communes. Chaque salle de réunion, chaque espace ouvert, chaque partie construite de cette enceinte semble conçue pour abriter les différentes étapes d'un culte. Mais quelle était la nature des croyances et des pratiques qui se déroulaient entre ces murs ? À quelques mètres à peine de l'enceinte des fêtes, une construction d'un genre nouveau donne un premier indice aux archéologues. L'eau était recueillie ici comme dans une citerne.
Il ne s'agit pas d'un puits qui capte une source, mais plutôt d'un réservoir qui se remplit les jours de pluie à un niveau très élevé. Dans la société nouragique, la manifestation la plus importante de la religiosité est le culte de l'eau. On assiste alors à une explosion de constructions de puits et de sources sacrées. Comme pour de nombreux peuples de l'âge du bronze, le culte lié à l'eau semble être un élément essentiel de leur spiritualité. En étudiant le parcours des sources dans les massifs montagneux sardes, les archéologues découvrent un site dont l'état de conservation est exceptionnel. Un sanctuaire unique qui permet de mieux approcher ces rituels mystérieux. Soutempiezu d'Orune est une source typique de la période nouragique. Elle a été construite à l'âge du bronze, autour du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le sanctuaire de Soutempiezu est situé au nord-est de l'île. Très bien conservé depuis plus de 3000 ans, il est perdu dans une végétation dense et très difficile d'accès. Les éléments qui entourent le temple sont construits en schiste, une pierre locale. Mais les constructeurs nouragiques ont choisi de bâtir le temple lui-même dans une pierre plus solide, le basalte. Cette roche volcanique provient d'une zone située à 25 km du sanctuaire. Alors que de nombreux autres peuples de Méditerranée subissent une crise politique et économique, les peuples nouragiques n'ont rien perdu de leurs extraordinaires capacités logistiques et collectives. Ils ont réussi à transporter plusieurs tonnes de cette pierre jusqu'ici. L'architecture fait de cet endroit un point de repère visible de tous. Mais c'est l'eau qui lui donne une connotation spécifique. Autour de cette source, ils construisent un temple. Ce n'est pas l'architecture qui détermine la religiosité, la ritualité, l'intérêt du lieu. C'est l'eau. En étudiant cet édifice, Franco Campus va révéler une pratique unique dans le monde méditerranéen. Près du bassin de pierre, l'attention de l'archéologue est attirée par de légères anfractuosités creusées dans la roche. Des signes laissés par les nouragiques qui vont bientôt dévoiler une part de leur rituel sophistiqué. Il faut imaginer qu'il y avait des pierres avec des cavités, dans lesquelles ils fixaient des statuettes de bronze avec du plomb, créant ainsi de véritables scènes. Dans ce sanctuaire, et autour du bassin recueillant l'eau, des dizaines de figures en bronze, peut-être gardiennes des sources et protectrices des hommes, accueillaient les pèlerins. Mais elles n'étaient pas le seul signe disposé à leur intention. Au sommet de ces bâtiments, il y avait une rangée d'épées encastrées dans les blocs de pierre avec du plomb. C'étaient des épées en bronze qui devaient briller de loin. Ces milliers d'épées en bronze propres à la civilisation nouragique ont été découvertes aux quatre coins de la Sardaigne, et à chaque fois dans des lieux de culte. Fabriquées dans un bronze fragile, inadapté au combat, elles sont décorées à leur sommet de figurines de bronze, qui ressemblent aux autres statuettes mises au jour dans les fouilles.
Les statuettes de bronze n'étaient pas destinées à être enlevées du lieu sacré. Elles avaient tout un socle dans lequel elles étaient fixées par du plomb qui était coulé à l'intérieur des fissures de la pierre. Nous appelons aujourd'hui ces pierres des tables d'offrande, car elles sont souvent très grandes. La salutation de la main droite est un geste qui a été répété au cours des siècles. Et l'offrande est portée par la main gauche. Mais quelle offrande? Cela reste à déterminer, mais on suppose que ce sont des denrées alimentaires, des produits de la terre. D'une diversité surprenante, les figurines en bronze disposées dans les sanctuaires où surgissent les eaux de l'île Sarde conservent une part de leur secret. Offrandes, personnages intercesseurs qui favorisent le dialogue avec les divinités ou symboles de croyances religieuses énigmatiques, les archéologues s'interrogent encore. En réalité, les statuettes de bronze nouragique restent un grand mystère. Parce que leur interprétation est discutée et que chaque nouvelle découverte apporte de nouvelles réponses. On ignore encore aujourd'hui quels étaient les dieux de la religion nouragique. Mais parmi ces milliers de statuettes, un personnage étrange découvert dans plusieurs sanctuaires nouragiques et unique à l'échelle de toutes les religions connues de la Méditerranée cache peut-être une partie de la réponse. Avec tous les films fantastiques qui existent aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté à supposer qu'il s'agissait d'une statuette représentant un surhomme. À mon avis, il ne représentait pas un demi-dieu ou un dieu, car si on le regarde de près, c'est un guerrier normal qui a seulement doublé ses yeux, ses membres et donc ses armes. En fait, nous pouvons les mettre côte à côte et voir que les épées et les boucliers sont identiques. Ainsi, ce surhomme, cet éminent personnage, était un ancêtre, probablement un grand ancêtre guerrier. Dans la civilisation nouragique, les archéologues n'ont retrouvé aucune trace d'équipement militaire, ni même de violence, ce qui rend plus mystérieuse encore cette figure d'ancêtre guerrier. Dans le sanctuaire de Soutempiezu, les figures de bronze, guerriers ou membres de la communauté nouragique, les épées dressées vers le ciel, composaient un décor unique et singulier. Acteurs d'un théâtre où se jouait un rituel qu'aujourd'hui nous pouvons seulement imaginer. Fascinant vestige d'une civilisation que les chercheurs commencent à peine à approcher. Imaginez ce temple à l'époque, dans son aspect original, avec des épées et des offrandes, avec des gens, avec du bruit. C'était un émerveillement.
Le peuple des Nourags pouvait-il encore se réinventer après ces constructions aux formes multiples, les tombeaux de géants et les sanctuaires? À l'ouest de la Sardaigne, le site de Monte Prama montre qu'à partir de 1100 avant Jésus-Christ, ce peuple développe de nouvelles croyances et de nouvelles formes artistiques, toujours plus spectaculaires. Monte Prama nous raconte l'apogée, le développement maximal de la dernière phase de la civilisation nouragique. La découverte de Monte Prama est accidentelle. Les premières charrues mécaniques, qui creusaient alors un peu plus profondément qu'aujourd'hui, ont arraché des morceaux de sculpture à la terre. C'est ainsi que commence cette histoire. Nous sommes en 1974. J'ai vécu les premières étapes de ces fouilles en tant qu'étudiant. Et bien sûr, Monte Prama était alors un grand point d'interrogation. Alessandro Usai dirige aujourd'hui les fouilles de cette nécropole, occupée de 1100 à 800 avant Jésus-Christ. La civilisation des Nourags, la civilisation des Tours, avait changé au fil du temps, mais continuait à se développer et à se transformer. Et nous sommes ici sur l'un des sites emblématiques de cette transformation. La première surprise des archéologues est de découvrir des tombes individuelles, alors que jusqu'à cette époque, les tombes du peuple nouragique étaient collectives. Il s'agit d'une grande innovation. Sur ce site de 120 à 130 mètres de long, nous avons identifié environ 170 tombes. Autre motif d'étonnement, cette nécropole était constituée essentiellement de jeunes hommes, sans aucune personne âgée ni aucun enfant. Alors que les chercheurs s'interrogent sur la fonction de cet ensemble, les fouilles révèlent des vestiges inattendus, des statues colossales sans équivalent. Dès les premières découvertes de ces statues, il y a plus de 40 ans, elles deviennent un symbole de la culture antique de l'île, et les habitants de Sardaigne bâtissent ces témoignages extraordinaires, les géants nouragiques. À Monte Prama, les archéologues dégagent des dizaines de ces statues imposantes, uniques au monde. Elles mesurent environ 2 mètres de haut. À l'heure actuelle, nous avons reconstitué près de 35 statues. Elles représentent différentes catégories de personnages, qui sont tous des hommes. Et dans une société proto-historique, les hommes sont présentés avant tout avec des armes. Je pense que les sculptures alignées devaient être visibles de la route nouragique. Je les imagine donc posées sur les dalles qui recouvraient les tombes et orientées vers l'est, face à cette route. L'identité des personnages représentés par ces statues reste aujourd'hui encore une énigme, de même que la raison de leur présence et l'originalité de leur forme. Ces statues ne sont pas des portraits. On ne peut donc pas dire que chacune représente un individu précis. Elles représentent des hommes armés, comme ceux de l'époque, qui jouaient à des jeux d'adresse et de courage. Selon Alessandro Usai, ces statues monumentales pourraient représenter les membres d'une élite de la société nouragique, dont les activités guerrières ou sportives symboliseraient des valeurs de courage, de force
et d'adresse. Leur étude, au laboratoire de Kala-Mosca, situé à Cagliari, pourra sans doute un jour nous donner d'autres indices sur leur fonction. Patiemment et respectueusement, l'équipe de restauration redonne vie à ces sculptures ensevelies depuis plus de 3000 ans, qui marquent la dernière période de l'histoire du peuple des Nouragues. Au même moment, sur le site de Monteprama, les archéologues découvrent des sculptures en pierre d'un genre très particulier. Ils les identifient rapidement. Ce sont des représentations miniatures de Nouragues. La forme de Nourag de cet élément est évidente. Nous devons l'imaginer posé dans l'autre sens. Il s'agirait donc de la tour et de la terrasse, même si l'on n'a jamais vu de Nourag avec une terrasse carrée. En le retournant, il s'encastrait dans un autre élément de même diamètre à travers cette cavité. Il est très beau, très intéressant. Je dirais que ce côté est presque parfait. Il conserve tous les détails de sa décoration. Il y a un niveau de finition et de précision qui est vraiment impressionnant et qu'on ne retrouve pas dans d'autres sculptures du même type. Comment expliquer la présence sur la nécropole de Monteprama de ce type de sculpture? Pourquoi, au crépuscule de leur histoire, les Nouragiques représentaient-ils en miniature ces Nouragues qu'ils avaient arrêté de construire depuis des siècles? À chaque découverte, la civilisation nouragique prend des formes insolites. C'est au Nourag de Soumoulinou, situé au centre de l'île et construit autour de 1500 avant Jésus-Christ, que les archéologues vont comprendre quelle était la fonction de ces édifices miniatures. C'est un lieu important, car c'est l'un des Nouragues qui, au cours de l'évolution de la civilisation nouragique, a été transformé en lieu de culte. La preuve de cette nouvelle fonction est la présence de cette œuvre extraordinaire. Selon les études des chercheurs, ce modèle réduit a été réalisé près de 3 siècles après la construction du Nourag lui-même. Il aurait été intégré à l'édifice pour une raison particulière. Il s'agit d'un autel en forme de Nourag. À l'époque où ils réalisent cet autel, les peuples nouragiques ne construisent plus de Nourag, mais ils les représentent de manière obsessionnelle. Ils les représentent en miniature, en bronze ou en pierre. Le plus marquant est qu'il y a encore du plomb dans ces cavités. Des épées y étaient encastrées. L'autel en forme de Nourag, décoré d'épées en bronze, devient le point central d'un nouveau rituel rendu aux constructions anciennes. Comme si, en les reproduisant, le peuple nouragique, au terme de son histoire, rendait un hommage solennel à ses ancêtres bâtisseurs.
Il est très probable que le Nurag et sa représentation en miniature soient un symbole. Nous l'appelons donc le drapeau, le totem, l'élément unificateur de la communauté, celui dans lequel chacun se reconnaît. Vers 800 avant Jésus-Christ, les dizaines de statues colossales représentant des héros guerriers et les modèles en pierre de Nurag qui jalonnent la nécropole de Monte Prama témoignent sans doute d'un passé glorieux auquel les peuples nuragiques tentent alors de se raccrocher. Mais l'édification de cette nécropole exceptionnelle semble marquer le début du crépuscule de la civilisation nuragique. En à peine un siècle, le visage de la Sardaigne se transforme, comme si le peuple des Nurags s'effaçait pour céder sa place à de nouvelles civilisations. Ici, on est sur la colline de Sumurman, ou sur la péninsule de Silis. On domine la mer et le site de Taros. Ce point en fait stratégique, c'est le village nuragique. On subsiste ici des cabanes circulaires. Par contre, on voit derrière moi des bâtiments réalisés en pierre calcaire qui ont une forme cette fois-ci beaucoup plus rectangulaire, qui correspondent en fait à des structures postérieures. Après l'abandon du site nuragique, la fondation de la ville portuaire de Taros est l'œuvre d'un peuple venu du Proche-Orient, les Phéniciens, originaires des côtes de l'actuel Liban. Entre Phéniciens et Nuragiques, il ne s'agit pas d'une arrivée massive entraînant destruction et implantation de manière brusque et violente, puisqu'en fait on ne trouve pas de traces particulières de violence ou d'incendie à cette époque. Au 7e siècle, la Sardaigne ici est complètement marquée effectivement par la culture phénicienne. Les Phéniciens vont apporter des modes de vie, des modes architecturaux, des croyances, une culture matérielle complètement différente qui a dû être effectivement très séduisante pour les populations locales. Après 1000 ans de prospérité économique, artistique et culturelle, la civilisation nuragique évolue au contact de nouvelles cultures, s'estompe et finit par céder sa place à de nouvelles sociétés, laissant derrière elle les traces de sa splendeur passée. « 4000 ans plus tard, les archéologues commencent à peine à découvrir sa richesse. Disséminés dans toute la Sardaigne, des milliers de vestiges restent encore à explorer. Chacun d'entre eux est un nouvel indice pour percer les secrets de l'univers encore mystérieux du peuple des Nurags.